à toutes, comment allez-vous? Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Donc on est le jeudi 1er octobre et ça va vite parce que quand je me dis que ça fait depuis avril que j'ai lancé les lives à raison de un live par semaine, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, il y a toujours des questions. Alors je fais quand même appel aux questions parce que j'en ai pas toujours suffisamment, enfin du moins parfois j'en ai beaucoup redondantes que j'ai déjà adressées dans des directs précédemment, donc j'en ai pas toujours suffisamment pour alimenter les lives. Donc n'hésitez surtout pas, envoyez-moi vos questions, il y en a jamais assez, bien au contraire, soyez assez précis si c'est possible, sinon c'est moi qui vais devoir découper votre question, plusieurs petites questions. Donc je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr et membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, IIBA, chapitre France, depuis quelques mois. Avant de commencer aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, de vous inscrire aussi à la newsletter, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ça c'est sur mon blog pour recevoir plein d'informations sur le métier de business analyst. Alors c'est pour la newsletter, c'est particulièrement important en ce moment pour celles et ceux qui veulent approfondir le métier de business analyst. Donc vous savez que je donne plein d'informations gratuites ça fait depuis 2 ans que j'ai monté ce blog, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'avoir des formations, donc j'ai construit des formations. J'en avais déjà des formations en présentiel, mais je les ai construites pour que ce soit de l'e-learning, vraiment des formations en ligne, 100% en ligne, pour devenir business analyst en système d'information. Et donc à partir de ce lundi, je vais lancer la masterclass. J'avais déjà fait un pré-lancement au mois de mai. J'ai eu 25 personnes qui sont inscrites et je les remercie infiniment parce qu'en fait la formation était en cours de tournage et ils m'ont fait confiance pour les accompagner soit dans la reconversion vers le métier de business analyst, soit 50% d'entre eux étaient déjà des business analysts en poste depuis même très longtemps pour certains, et ils avaient besoin de structurer leurs connaissances ces personnes au mois de mai ont rejoint la toute première formation de la masterclass devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z, et ça m'a permis vraiment de valider qu'il y avait un vrai besoin, que la formation était adaptée à toutes les personnes qui ne veulent pas suivre de cursus académique parce qu'ils peuvent pas s'interrompre, je sais pas, en cours de vie professionnelle par exemple, ou alors tout simplement par confort, ils préfèrent avoir des vidéos de cours et les consulter quand ils peuvent ou quand ils veulent, et que ce soit pas non plus le truc bourrin où vous apprenez tout d'un coup et vous retenez que 5%. Donc bref, cette formation, maintenant je la lance officiellement à partir de lundi, le 5 octobre. C'est une information que des informations des instructions, on va dire, d'inscription que je ne transmets que à la mailing list d'abonnés, donc des gens qui sont inscrits à la newsletter, et également aux gens qui se sont préinscrits. Donc j'ai mis un petit formulaire dans mon blog pour les gens qui se préinscrivent et qui veulent pas être dans la newsletter. Et donc toutes les informations sur cette inscription qui va durer que 10 jours, puisque je l'arrête le 15 octobre, ça sera les abonnés uniquement qui l'auront. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre le métier de business analyst en système d'information, je vous redirige vers mon blog où vous aurez soit une inscription à faire sur la newsletter si c'est pas le cas, soit une inscription via le formulaire qui est dans le menu, je crois, formation e-learning. Voilà. Mais je vous mettrai les informations en description de cette vidéo. Donc voilà. Donc je ferme la parenthèse, c'était par rapport à la newsletter. Donc aujourd'hui, la question à laquelle je vais répondre, c'est celle d'Abdel qui me demande pourquoi utiliser les personas ou des personas en business analyse. Alors, petit plan habituel. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que sont les personas et à quoi elles servent. Donc certains d'entre vous qui me regardent sont même parfois UX, UI designers, donc ils connaissent parfaitement le sujet. Je vous expliquerai pourquoi. Pour d'autres, ils ont peut-être déjà entendu le mot persona, mais ils savent pas trop ce que c'est, donc je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, je vais vous expliquer également qui utilise les personas, et je vais vous donner les 4 étapes pour créer une persona, puisque effectivement, en tant que business analyst, c'est une technique très intéressante qui complète notamment le recueil des besoins auprès des parties prenantes. Alors, première chose, que sont les personas et à quoi servent-elles? Donc un persona, c'est quoi? Un ou une d'ailleurs, on dit les deux. Donc parfois je dis un, parfois je dis une, mais c'est la même chose bien sûr. Alors c'est employé dans le domaine marketing initialement. C'est en fait un personnage fictif qui représente un groupe ou un segment cible.
Ça permet de se représenter la façon dont les utilisateurs cibles, ils interagissent ou interagiront avec un produit, et ça permet vraiment de ressentir les besoins actuels et futurs des clients en donnant vie à entre guillemets, vraies personnes. Les personas sont également connus sous le nom d'avatar client. Ça vous parle peut-être plus à certains d'entre vous. Et qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des archétypes, des personnes ciblées par le produit ou le service ou le logiciel, si vous êtes dans un projet de système d'information. Et donc ce sont des représentations de vos clients en tant qu'individus, qu'ils soient donc clients actuels ou clients potentiels. Alors, aussi une petite mise en garde, parce que effectivement les personas ils peuvent montrer pourquoi un client peut être intéressé par un produit. Il permet aussi de démontrer comment, où et quand il peut interagir avec celui-ci. Mais attention, parce que c'est pas un personnage de roman. Il est créé en réalité sur la base de recherches, de vraies recherches, de données réelles, qui proviennent de la vraie vie, si je puis dire. C'est donc pas un personnage 100% imaginaire qui est créé de toutes pièces sur la base d'idées préconçues ou de suppositions, et je vous expliquerai cela également juste après. Et en même temps, c'est pas non plus des personnages, ça se limite pas à des faits. C'est bien au-delà, puisqu'en fait on va quand même mêler les faits, les informations qu'on va collecter sur le terrain avec une petite dose d'imaginaire, puisqu'on va leur inventer un nom, une personnalité, des visages, des besoins, des désirs, des goûts, des aversions, des attentes d'opportunités et des problèmes réels, mais évidemment mixés avec des informations réelles qu'on aura collectées auparavant. Donc, un ou une persona est utilisé lors de la réflexion autour du développement d'un nouveau produit, d'un nouveau service ou d'une activité marketing prise dans sa globalité, et bien entendu lorsque vous allez réfléchir dans le cadre d'un projet de système d'information à la solution cible. Plusieurs personas peuvent être utilisées pour un même projet de développement. Elles peuvent être parfois représentées aussi sous forme de storyboard en situation d'utilisation du logiciel, du produit ou du service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience map. C'est le fait de se mettre en situation réelle, de mettre le persona en situation réelle. Et par exemple, il doit utiliser une application. Il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait et à quel moment il a besoin de l'application. Parfois, ça peut être, par exemple, Facebook. Vous l'utilisez quand? Voilà. Donc vous allez, Facebook a forcément des personas de ses clients potentiels ou réels. Alors un persona, ça peut être par exemple, un exemple, Caroline. Elle a 40 ans. Elle a 2 enfants, elle vit en zone urbanisée, elle est cadre supérieur, elle suit de très près tout ce qui est mode, etc. Ça pourrait être des caractéristiques de persona. Les personas sont également prises en compte pour le développement des caractéristiques de produits de services et donc de logiciels, ça je vous en ai parlé. Pour le développement aussi très spécifiquement d'applications qui ont une interface, une IHM, on va dire, une interface utilisateur, et donc évidemment tous les sites web. Pour créer un site web, vous allez passer par la création d'un persona, d'un ou plusieurs personas d'ailleurs. Et puis ça peut être complété, je vous ai parlé de l'expérience map, qui permet de savoir à quel moment le futur client ou le client va utiliser votre produit, service ou logiciel dans le cadre d'une journée classique. Mais il y a également les cartes d'empathie, Empathy Map, qui sont d'autres outils qui vont permettre de caractériser encore plus le persona. Alors je voudrais aussi vous donner un chiffre très intéressant qui provient d'une étude comparative réalisée par Syntel en 2016. Donc si vous voulez aller la regarder en détail, vous regardez sur internet. Cette étude s'appelle Syntel, donc CINTE2L, 2016 Buyer Persona Understanding B2B Buyers. Et dans cette étude, on montre que 71% des entreprises qui dépassent leur chiffre d'affaires, et de manière générale, en fait, plus globalement, les objectifs stratégiques qu'elles se sont fixés, eh bien 71% de ces entreprises, elles ont pris la peine de documenter des personas. Donc vous voyez, l'impact des personas est vraiment hyper important et intéressant, que ce soit pour l'activité économique de l'entreprise, de l'organisation, comme pour le succès d'une mise en place d'un nouveau produit ou d'un nouveau logiciel. Voilà, alors, qui utilise les personas? Donc évidemment, on a parlé du département marketing, de l'organisation, mais c'est pas l'apanage de ce seul département marketing. Dans le cadre d'un projet de système d'information ou d'un projet de développement de produits industriels, par exemple, la persona elle peut être utilisée et créée d'ailleurs par le product owner, donc le propriétaire du produit, par le business analyst également, pour identifier les besoins des clients
ou des utilisateurs finaux, hein, si c'est une application, et ainsi mieux recommander et prioriser les exigences, décrire les fonctionnalités, les règles métiers, etc. Ceux qui connaissent un petit peu la business analyse, ils savent qu'il y a, quand on va recueillir le besoin métier, on va aller déjà chercher quelles sont les parties prenantes, quels sont les contributeurs qui vont pouvoir nous aider à comprendre les besoins métiers. On va aller les interviewer. Il y a pas mal de techniques d'élicitation qui vont nous permettre de recueillir les besoins métiers. Et la technique de persona permet vraiment de renforcer et de challenger aussi d'ailleurs ce recueil des besoins des parties prenantes et des contributeurs. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un contributeur, c'est une personne qui a ses problématiques. Il va essayer de représenter, puisqu'il est souvent focal point, hein, point focal, il va essayer de représenter, on va dire, les utilisateurs, le groupe utilisateur ou le groupe je sais pas, vous allez voir, au lieu d'aller voir le département en comptabilité, je sais pas moi, 60 personnes dans le groupe, vous allez voir un focal point et il va un peu parler au nom de tous les autres. Mais ça reste une personne. Quand vous allez faire la technique des personas, du coup, ça va un petit peu challenger, vous permettre de poser des bonnes questions complémentaires à vos parties prenantes, à vos contributeurs. Et puis, ça va vraiment renforcer en fait énormément d'informations que vous allez pouvoir recueillir. Donc, que ce soit dans les approches agiles, où c'est vraiment une technique extrêmement utilisée, ou dans les approches traditionnelles, donc les gestions de projet cycle en V en cascade, j'en reparle pas, hein, à nouveau des différents gestions de projet, j'en ai parlé suffisamment dans d'autres vidéos, donc je vous invite à les consulter ou à regarder sur mon site si vous connaissez pas tout ça. Mais voilà, donc dans les gestions de projet faites de manière traditionnelle, on peut aussi utiliser cette technique de persona quand on est business analyst. Alors, je vous ai dit, c'est très utilisé en contexte agile. Dans par exemple dans Scrum, dans toutes les approches agiles de systèmes d'information, les personas permettent aux développeurs et aux UX UI designers, donc aux ergonomes, de créer un logiciel en se mettant dans la peau de là où des personas ciblent. Il faut savoir qu'en agile, par exemple le développeur, il va utiliser sa créativité, son expérience pour essayer de développer un logiciel au plus près des besoins métiers. C'est contrairement aux approches traditionnelles où il faut écrire de manière très très précise et détaillée, exhaustive les fonctionnalités, faire une maquette à l'avance, etc. Et après, en tant que business analyst, on transmet ça à l'équipe technique qui va développer le logiciel sur cette base-là déjà très très précise. Dans les approches agiles, le développeur, il va aussi avoir une capacité à faire de la business analyse en allant recueillir le besoin client, qui est donc, voilà, business analyst, le rôle n'existe pas en approche agile. Tout le monde peut par contre pratiquer des techniques d'analyse métier et le développeur aussi. Le problème, c'est quand ils ne sont pas formés, ce qui malheureusement est assez courant. Donc, pour revenir à l'utilisation des personas par les développeurs et les UX UI designers, imaginez, j'ai une persona qui s'appelle, qui est nommée Renée, elle est retraitée de 75 ans, elle vit dans un tout petit village, donc elle n'est pas urbaine et elle est peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc, si le développeur, il a en tête ce persona, René, 75 ans, il va penser plus facilement, lorsqu'il va créer son application, à, par exemple, mettre des messages de notification pour, je sais pas moi, prévenir René, 75 ans, que, attention, si elle veut supprimer telle chose de son panier, elle l'aura plus du tout, elle peut plus le retrouver, ou si elle veut faire un achat, attention, c'est définitif, elle va être prélevée. Voilà, il y aura peut-être une manière de réfléchir pour coder son application qui sera plus appropriée au persona, aux clients potentiels du coup de l'application. Ça va vraiment l'aider à créer des fonctionnalités pour se rapprocher au plus près de la valeur qu'il veut amener aux clients finaux. Et puis du côté UX UI design, donc la partie interface utilisateur, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la manière dont vous allez interagir avec l'application. Eh bien, l'UX UI designer, de son côté, il va réfléchir à organiser les pages, les éléments, les boutons, les menus, de manière à faciliter l'expérience utilisateur du site web ou de l'application, qui, par exemple, dans le cas de René, 75 ans, s'il n'avait pas eu ce persona en tête, peut-être qu'il aurait créé quelque chose de trop complexe ou
pas à sa portée ou qui entraverait ou voire empêcherait complètement la navigation, l'acte d'achat, si c'est une e-boutique par exemple, de René, 75 ans. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt des personas, c'est utilisé par énormément de gens, que ce soit l'équipe technique ou que ce soit en amont, côté recueil des besoins métiers et recommandation de la meilleure solution possible. Voilà, alors troisième partie de cette présentation, comment faire pour créer un ou une persona. Donc, il y a 4 étapes essentiellement. La première étape, il va falloir que vous décidiez du nombre de personas nécessaires. Donc vous avez un objectif, vous avez une application web par exemple à réaliser. Combien vous allez utiliser de personas? 1, 2, 3, vous savez pas. Donc la première étape, c'est de se dire que attention, si vous vous focalisez sur trop de personas, le risque c'est de vous générer une surcharge de travail et de diluer votre objectif. Si par contre vous avez trop peu de personas, un seul par exemple, le risque c'est de ne pas atteindre suffisamment de clients potentiels. Là aussi j'ai trouvé alors ça c'est sur internet, j'ai trouvé ça ce matin, il y a un expert en marketing qui s'appelle Brian Eisenberg qui recommande de choisir entre 2 et 7 personas par produit. Bon, faut pas le prendre au pied de la lettre, ça dépend vraiment de votre logiciel, mais effectivement, c'est déjà trop peu, il en faut en général au moins 2. Alors comment vous allez faire pour décider du nombre de personas nécessaires pour votre projet? Vous allez d'abord analyser les statistiques de vente de votre organisation, les enquêtes réalisées auprès des clients et les analytiques des sites web. Donc, quand vous avez un site web, vous avez Google Analytics qui permet de savoir quelle est la cible, quels sont les pays, les personnes proviennent de quel pays, elles ont à peu près quelle tranche d'âge. Moi par exemple pour mon blog, je sais à peu près que c'est 25-34 ans, c'est le gros des personnes qui regardent mon blog. En termes de hommes-femmes, c'est légèrement plus d'hommes que de femmes. Par contre, sur YouTube, où je vois aussi les analytics, je sais qu'il y a 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes qui va plutôt regarder les vidéos. Et c'est aussi un public entre 25 et 34 ans. Donc, on voit les pays, on voit plein de choses. Donc, quand vous allez déjà décider du nombre de personnes nécessaires, et vous êtes business analyst, par exemple, pour une organisation, vous allez vous baser sur les analytics que possède cette organisation. Donc après tout dépend, est-ce qu'ils ont un site web déjà, ils peuvent déjà chercher sur les Google Analytics et autres, est-ce qu'ils ont un service marketing que vous allez solliciter pour récupérer ces informations. Voilà, donc le but de tout ça c'est d'identifier des groupes de clients particulièrement intéressés par votre organisation, votre produit, votre futur logiciel et qui partagent des caractéristiques cohérentes et ciblées. Donc là, ça va par exemple vous permettre d'identifier n'importe quoi, les amateurs de musique, les passionnés de chiens, les cuisiniers enthousiastes, des étudiants et tout ça. Donc ça sera des groupes qui vont constituer la base de chaque persona que vous allez ensuite créer. Donc là, la deuxième étape, une fois que vous avez ces groupes, vous avez identifié déjà le nombre de ces personas, c'est d'identifier un profil de client pour chacun de ces groupes. Et donc ces profils, ils vont rassembler des informations démographiques de base qui les concernent et qui constituent l'aspect quantitatif de votre recherche. Et donc là, c'est pareil, pour recueillir ces informations, vous allez utiliser en général les données existantes sur les clients. La plupart des entreprises commerciales, elles connaissent leurs clients parce qu'elles ont fait des sondages, des enquêtes. En tant que client, elles ont collecté aussi pas mal d'informations sur eux. Elles ont fait, il y a aussi des analyses de sites web, là pareil, parce que je vous ai dit précédemment. Et donc, ces informations vont vous permettre d'établir des profils d'acheteurs type ou d'utilisateurs type en prenant la moyenne de ce qui existe auprès des clients ou utilisateurs potentiels, ou de ce qui est le plus fréquent, par exemple, en termes d'éléments démographiques. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de moi pour le site Best of Business Analyst. Je sais à peu près la fourchette d'âge qui est la plus fréquente, je sais à peu près si c'est homme-femme, dans quel pays, etc. Donc les éléments démographiques que vous allez collecter pour affiner, faire un persona, c'est l'âge, le sexe, l'état civil, la famille, le lieu de résidence, la profession, le salaire, à peu près l'éducation. Ça, c'est des éléments classiques d'un persona. Bien sûr, ce n'est pas systématiquement ce que vous allez recueillir pour faire votre persona d'application web. Donc ça va faire partie aussi des éléments que vous allez devoir réfléchir. Quelles sont les caractéristiques dont j'ai besoin pour faire un bon persona. Troisième étape, vous allez rechercher
une persona. Un ou une, je sais jamais si je dis un ou une, ça vient du latin, donc bon. Donc vous avez maintenant vous avez un profil de client ou d'utilisateur et vous allez analyser les objectifs de cette personne. Hein. C'est pas une vraie personne, mais vous allez vraiment analyser ses objectifs, sa façon de penser, sa façon de se comporter et les défis qu'elle doit relever. Ça constitue vraiment la partie qualitative de votre recherche. Et là, pour ce faire, eh bien, les interviews, c'est vraiment la technique la plus courante pour obtenir ces précieuses informations. Mais bien sûr, on peut utiliser d'autres manières, d'autres informations, donc les mêmes que précédemment, hein, les enquêtes auprès des clients, les groupes de discussion, ça c'est nouveau. Vous pouvez aller sur Internet aussi. Il y a des forums par exemple qui peuvent réunir vos futurs clients. Donc allez sur les forums, voyez un peu qui discutent. Les campagnes de public postage, les médias sociaux, etc. Tout ça c'est des sources d'informations très intéressantes. Mais les interviews, c'est ce qu'il y a de plus qualitatif. Alors je vais vous donner un exemple concret. Chez un de mes anciens clients, il fallait développer un produit innovant et donc on a identifié des groupes de clients qui étaient favorables à transmettre des informations à l'organisation en question. Et donc il a fallu se déplacer chez les clients qui ont accepté de se prêter au jeu, qu'on leur pose des questions. Bon, il y avait une petite carotte en échange, hein, bien entendu, mais parfois il y en a qui le font totalement gratuitement parce que finalement ils se sentent reconnus et ils sont contents d'avoir une interaction avec un fournisseur. Hein. Ça peut être des clients, des gros clients, hein, qui sont contents de participer. Donc voilà, donc les interviews en tant que business analyst, vous savez ce que c'est, vous allez en faire tout au long de votre carrière, donc ça fait partie vraiment des moyens de recueillir les informations pour rechercher une persona. Quatrième et dernière étape pour votre persona, vous allez développer les caractéristiques de votre persona. Donc vous allez recueillir plein d'informations, vous les avez rassemblées par groupe de personas et vous allez les utiliser pour développer une persona que vous pouvez faire vivre, que vous allez pouvoir comprendre et que vous allez in fine attirer vers votre produit, votre service ou vers le logiciel que vous voulez, que vous devez mettre en place et décrire. Donc il n'y a pas de format type de longueur correct non plus pour un document de type persona, mais en général c'est une feuille A4 en fait, hein, qui permet de rassembler les caractéristiques d'un seul coup d'œil. Donc vous pouvez aussi, ça vous permet de vous en souvenir facilement. Et dans les équipes agiles, dans les projets agiles, les personas sont en général mises au mur. Voilà, donc on passe devant, on sait qu'il y a René 75 ans ou je sais pas qui, voilà. Donc je vais vous donner, j'ai imprimé ce matin, je suis désolée, je peux pas partager d'écran, donc je vais vous montrer ce que j'ai imprimé. Je vais essayer, je sais pas si vous voyez bien. Ah, je me mets là, voilà. Donc ça c'est un persona de la banque postale. Donc vous voyez Cathy, cadre, on voit ce qu'elle aime, qui elle est organisée, je sais pas si vous voyez bien. Hyperactive, moderne, généreuse, elle aime famille, enfant, la mode, sa maison, on voit sa photo. Bon, c'est pas une vraie photo, hein, je vous rassure. On voit voilà les démographiques, on voit culture digitale, là on voit ce que c'est. On voit sa petite phrase, elle dirait j'aime croquer la vie à pleines dents, etc. Et hop, je bouge. Et de l'autre côté, il y a d'autres informations, voilà. Donc ça c'est la banque postale. Il y en a une autre. Vous voyez, c'est un autre format. Hop, je le mets là. Hop, ouais, droit, c'est mieux. Vous voyez, donc là. C'est pour je sais plus ce que c'est, j'ai trouvé ça sur internet. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus d'informations là, mais c'est toujours sur le format feuille A4. Donc l'essentiel c'est que vous y mettiez les informations qui sont utiles pour en tant que business analyst, hein, pour recueillir des informations qui vont compléter votre élucidation auprès des parties prenantes. Donc les éléments que vous allez retrouver souvent, donc c'est le nom et la photo, pour donner l'impression à votre persona d'être une vraie personne, une personne réelle. Bon, la photo, là, c'est n'importe quoi, hein. Ils ont mis une photo trouvée sur le web qui est en libre accès, qu'on a l'autorisation d'utiliser, mais c'est vraiment pour que on puisse visualiser. Ensuite, vous allez faire une phrase de synthèse de la persona qui résume sa personnalité. Donc là, c'était pour la première, c'était elle dirait j'aime croquer la vie à pleines dents, c'est ce que je vous ai montré. Voilà, donc ça permet de mieux l'identifier. Là par exemple, j'avais une autre phrase de synthèse. Je travaille à temps partiel, je suis père de 2 enfants et j'aime la course à pied. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de comprendre que Philippe, 45 ans, je travaille à temps partiel, je suis père de 2 enfants et j'aime la course à pied.
Ensuite, vous avez un autre critère, une autre information, ce sont les informations démographiques de base, ça je vous en ai parlé, qui vous permettent vraiment de comprendre le personnage en question. C'est pas pour faire quelque chose de très pointu, c'est pour le positionner, on va dire. La vie professionnelle, c'est pareil, vous allez fournir des détails pertinents sur l'environnement de travail. La journée type, vous pouvez vous baser sur ce qui est donc sur l'expérience map. C'est un récit qui illustre les tâches et les défis auxquels votre persona est confronté au cours d'une journée standard et qui décrit ce qui est important pour lui. Toujours avec l'idée de créer un lien d'empathie avec votre persona et pour pouvoir vous mettre à sa place quand vous, en tant que business analyst, vous allez essayer d'identifier les meilleures fonctionnalités, la meilleure solution possible. Et puis après, vous allez mettre souvent aussi des buts et objectifs, c'est-à-dire comment votre logiciel, votre organisation cliente ou votre produit va aider le persona à atteindre ses objectifs. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les, on va dire les éléments communs à la plupart des personas. Et vous avez compris qu'en tant que business analyst, c'est vraiment un outil super intéressant pour compléter tout ce que vous allez recueillir auprès des parties prenantes et des contributeurs qui sont des personnes réelles dans la vraie vie que vous aurez rencontrées, mais qui justement sont des personnes, des individus avant tout, et qui représentent pas forcément la totalité et l'intégralité des besoins d'un groupe qui sont censés représenter, mais parce que c'est tout simplement humain de pas être dans la tête de tout le monde. Voilà, donc j'ai répondu, je pense, à la question d'Abdel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager pour que notre beau métier il soit le plus connu et reconnu. C'est vraiment mon challenge personnel. Vous savez que je me bats sur ça depuis 2 ans. Merci infiniment d'avoir participé à ce live. La prochaine fois, donc jeudi, je vais répondre à la question suivante qu'on m'a posée. Alors, comment faire bonne impression au début d'une nouvelle mission en tant que business analyst? Comment faire bonne impression tout au début? N'oubliez pas de me poser vos propres questions, je vous l'ai dit, mais par mail, messenger, commentaires, tout ce que vous voulez. Surtout, n'hésitez pas pour pouvoir faire vivre ce live et que je puisse continuer à le faire tous les jeudis. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Bon appétit pour celles et ceux qui sont comme moi à l'heure du repas. Et puis encore merci pour votre présence. À bientôt. Ciao, ciao.